On laisse entendre que le viol n'arrive qu'aux autres. Cette même pensée a traversé l'esprit de toutes les personnes qui sont devenues des victimes de violences sexuelles. Si l'on vous disait que le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'elles ont subi une agression sexuelle ou un viol, vous ne l'auriez probablement pas deviné au premier abord. Et pourtant, tous les jours, sans le savoir, vous croisez des victimes. Les violences sexistes et sexuelles sont encore tabous, ciblées par de nombreux stéréotypes et sujets à la désinformation dans les médias. Ces victimes que vous croisez au quotidien ont des violeurs et des violeuses. Des violeurs et des violeuses qui portent tout type de visage, ceux de vos voisins, de vos conjointes et de vos conjoints, mais aussi celui d'un député. Je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans. Mes agresseurs étaient donc un sex friend comme on les appelle, et mon cousin, du même âge que moi. Du coup, moi, c'est Ali et mon agresseur, c'était mon meilleur ami. J'ai 23 ans et j'ai eu 2 agresseurs. J'ai été violée 2 fois par mon cousin et après j'ai été agressée sexuellement par un ami. Bonjour, moi c'est Elsa, j'ai 19 ans, je suis la présidente de l'association Briser la loi du silence et mon agresseur était un camarade de classe. Je m'appelle Avia, j'ai 14 ans et j'étais amie avec mon violeur. C'était un camarade de classe. Je ne connaissais pas mon agresseur, je l'ai rencontré à une soirée. Je le connaissais pas d'avant. Je m'appelle Stécie, j'ai 22 ans et mon agresseuse c'était ma copine. J'ai 16 ans et mon agresseur c'était mon professeur principal. Pourtant, en France, une femme sur 5 et un homme sur 14 déclarent avoir subi des violences sexuelles. Ces abus ne résident pas uniquement dans nos rues, mais bel et bien dans nos foyers, sous nos toits. Notre France considère le viol comme tel lorsqu'il y a une pénétration ou un rapport bucco-génital fait sous la contrainte, la surprise ou la violence, peu importe la nature relationnelle des deux individus. Les agressions sexuelles sont, elles, caractérisées par des abus sans pénétration, selon les articles 222-22 et 222-23 du Code pénal. L'imaginaire collectif aimerait nous faire croire que le moment le plus propice à un viol est dans la rue, la nuit, par un inconnu. Cette image erronée des violences sexuelles porte le nom du bon viol. Il se passe dans une ruelle isolée et l'agresseur vous laissera des marques physiques, des hématomes, entre autres, des preuves. Pour autant, les mentalités commencent à évoluer et la société reconnaît de plus en plus les victimes dans leur entièreté. Il y a des malades, hein. Le profil type, je ne sais pas s'il existe un profil type. Il y a des désaccès sexuels, il y a des gens qui sont portés sur la chose, comme on dit. Des gens qui ont besoin d'une relation sexuelle tous les jours ou plusieurs fois par jour, etc. Des hommes fortement testostéronés. Il y a chez tout le monde une envie de flirter avec les limites. C'est comme ça qu'on apprend, ça rend parfois la vie plus intéressante. Le bon violeur est l'homme qui n'est pas fruit du désir. Il fait peur et est grand, il use de la violence physique et de sa force. Le bon violeur n'est pas une femme. Il n'est d'ailleurs pas votre père, ni votre conjoint, ni même votre ami. Il est celui que vous ne connaissez pas, celui qui ne vous ressemble pas. J'étais en couple avec elle pendant 1 an. Et mon agresseur, c'était mon meilleur ami. On était assez proches quand même. On se voyait tous les jours en cours. J'avais pas d'amitié garçon à la base à part lui. Du coup, j'avais une extrême confiance en lui. Donc mon sex friend, du coup, c'était mon violeur. C'était la première agression de ma vie. Je le connaissais depuis une dizaine d'années, vu que c'était un ami bien avant d'être quoi que ce soit d'autre. Cette conception du violeur engendre alors un autre fantasme, celui de la bonne victime. La bonne victime est la personne qui portera et présentera son corps comme preuve irréfutable des abus qu'on lui a infligés. On attend alors d'elle qu'elle soit irréprochable. Avez-vous dit non explicitement? L'avez-vous dragué? Aviez-vous bu? Comment étiez-vous habillé? La victime parfaite doit avoir une réaction instantanée. Déposer plainte dans les plus courts délais, avec un examen médical en sa faveur, et plus le nombre de preuves sera conséquent, mieux ce sera. De nombreuses représentations cinématographiques ont appuyé cette image du bon violeur, ou participé à la culture du viol, telle que Irréversible de Gaspard Noé, qui appuie notamment cette vision du bon viol. Certaines œuvres du très connu et reconnu réalisateur Hitchcock ont également participé à la culture du viol, en banalisant des schémas et idéaux toxiques qui taisent toute notion de consentement. Cependant, ces exemples ne sont pas les seuls, et beaucoup d'autres œuvres suivent ces mêmes traces.
des traces qui engagent à de nombreuses injonctions ancrées dans notre éducation et notre culture. Nous protégeant alors des personnes extérieures, mais pas de celles qui font partie de notre cercle intime. Nous remarquons alors une vérité bien plus tranchante. En réalité, 9/10 des abus sexuels sont commis par des proches, et 40% des viols sont commis par le ou la conjointe de la victime. La relation que j'ai eue avec elle était abusive et violente. C'était sur à peu près tous les points, donc psychologique, physique et sexuel. Au départ, c'était de l'amour et aussi des remarques sur les tenues, le poids, le physique, mais sur le ton de l'humour selon elle. Et après c'était mon entourage, ce qui fait que du coup ça m'a énormément isolée et je ressentais beaucoup de culpabilité. Elle me disait que si c'était une mauvaise personne c'était à cause de moi. Si je partais, je finirais prostituée, que de toute façon je serais rien sans elle, que j'étais pas capable d'aimer, donc je pourrais pas aller avec quelqu'un d'autre qu'elle avait trop donné pour moi et pour que je parte en fait. Et du coup, je culpabilisais énormément, j'avais peur d'elle parce que après les mots durs et les insultes, c'était les claques et les coups. Donc on m'a harcelé sexuellement dans les toilettes quand j'étais au collège. Au début, on avait une relation très sympathique, on était potes, on racontait toutes nos passions, etc. Bref, une relation normale, jusqu'à un moment, il donne rendez-vous dans un endroit. J'y vais à ce point de rendez-vous, enfin, il m'a attrapé et ensuite il m'a enfermé aux toilettes. Il a baissé mon pantalon et il m'a fait des trucs, je peux pas dire. Alors du coup, je suis allée à une soirée le 27 novembre 2021 du coup. C'était vraiment une soirée où je connaissais pas grand monde, il y avait pas mal de personnes qui se connaissaient pas non plus entre elles. Et puis vers minuit je pense, j'ai un copain, il était complètement mort alors qu'il avait bu peut-être un verre. Donc c'était pas très normal, mais sur le moment on s'est pas trop inquiété, je suis restée avec lui et il y a un autre gars du coup qui est resté avec moi. Tout le long et en fait au fil de la soirée on a parlé et à un moment donc il m'a proposé de rentrer avec lui et sur le moment j'ai accepté et ensuite il m'a proposé un dernier verre avant de partir et ensuite je me rappelle plus de rien. Du coup je me suis réveillée chez lui sans aucun souvenir. Donc au début je comprenais pas trop et puis quand je suis rentrée chez moi j'ai dormi et là je me suis dit que c'était pas normal de rien se souvenir et d'avoir aussi mal, donc je lui ai renvoyé un message pour savoir ce qui s'était passé. Donc il m'a dit qu'il s'était bien passé quelque chose. J'étais en 5e lors d'un voyage scolaire à la montagne et j'ai des gros problèmes aux oreilles. Donc quand on est descendu en bus de la montagne, mes tympans ont percé. J'avais très mal, je suis allée voir mon professeur principal. Il m'a donné un médicament, il s'est occupé de moi et il m'a proposé que je m'assieds à côté de lui. J'ai accepté, j'étais contre la fenêtre, lui il était côté couloir et il m'a demandé de me toucher chaque partie de mon corps sans que je puisse répondre parce que j'étais tétanisée par la peur. Du coup il l'a fait, il y avait tous mes camarades à côté mais personne n'a rien vu, donc personne n'a rien pu dire. Du coup j'ai vécu à ma connaissance, parce que j'ai pas encore forcément tous les souvenirs de viol. Le premier, j'avais à peu près 12 ans. Dans ces eaux-là, en fait, je le situe pas encore très bien. Et en fait, avec mon cousin, on a 1 an d'écart. Et donc on a passé toute notre enfance ensemble tous les étés. Vraiment on était tout le temps collés ensemble. Et puis un été, on était chez ses grands-parents à lui. Et j'ai pas exactement des souvenirs très précis du coup, mais je me souviens qu'il m'a demandé de le toucher. J'ai le souvenir d'avoir senti quelque chose de chaud sur mon visage et je sais que j'étais jeune et c'est pour ça d'ailleurs que je sais que j'étais jeune parce que je savais pas ce que c'était. J'ai réalisé un peu plus tard ce que c'était et après ça j'ai continué ma vie, j'ai complètement enfoui le souvenir et vers 15-16 ans ça a recommencé. C'était pas la même situation, on était un peu plus vieux, on était en train de jouer aux jeux de société, c'était le soir, on était chez nos grands-parents et il avait bu un peu, moi je bois pas donc j'avais pas bu et on est parti dans ma chambre pour continuer la discussion, enfin c'était mon cousin quoi, on était comme des amis et après il m'a touchée, voilà et après au bout d'un moment je me suis dit je vais faire comme si je dormais, comme ça peut-être qu'il va partir. Effectivement au bout d'un moment il est parti, alors au bout de combien de temps aucune idée. Alors mon histoire elle a commencé au lycée. Il faut savoir que j'étais très engagée contre les violences sexistes et sexuelles et je l'ai payé d'1 an de harcèlement de la part de mes camarades du lycée. Et je me suis rendue à une soirée vers la fin du lycée en juin 2022, le 4 juin 2022 pour être plus précise.
Et c'est là où j'ai été violée. Pour un peu expliquer dans le contexte, je me suis rapprochée d'un mec de mon lycée. Nous sommes rapprochés un petit peu en soirée, on a commencé à chatter. Et finalement, il m'a proposé de me promener avec lui dans la ville, ce que j'ai accepté parce que j'étais complètement bourrée. Il faut savoir que je buvais beaucoup en soirée car j'étais très mal. J'étais déjà très sensible au niveau de ma santé mentale, au vu de ce que j'avais vécu toute l'année. Et donc j'ai accepté de le suivre malgré le fait que mes amis m'ont dit de ne pas le faire. Et donc je me suis retrouvée à être emmenée dans une sorte de forêt. En fait, j'ai pas de souvenir précis de là où il m'a emmenée. Je me rappelle juste qu'il y avait de l'herbe. Il m'a emmenée donc dans cet endroit où il faisait, je cite, de la randonnée avec son grand-père. Il m'a embrassée, il a commencé par m'embrasser. Ensuite, il m'a posée au sol. J'étais incapable de bouger, j'étais juste tétanisée en fait par la peur. Et il m'a demandé si on souhaitait aller plus loin, à quoi j'ai répondu je sais pas, et il a continué à faire ce qu'il était en train de faire. Donc il m'a forcé à lui toucher ses parties intimes, et il a aussi rentré ses doigts en moi. Suite à ça, j'ai simplement vécu la chose comme telle. Mes amis l'ont appelé pour lui dire de revenir parce que j'avais disparu pendant près de 2 heures, voire 3 heures, sans que quelqu'un ne s'inquiète vis-à-vis de moi, car on devait rentrer. Il n'a pas voulu rentrer tout de suite, il m'a d'abord laissé à côté de lui, alors que j'avais totalement froid, j'étais terrifiée. Ensuite, on est rentré, il m'a proposé de prendre son t-shirt parce que j'avais froid et que je tremblais. En réalité, je tremblais pas de froid, mais je tremblais de peur. On est rentré et c'est là où mes amis ont commencé à douter qu'il s'est passé quelque chose. Une fois où c'est arrivé et que j'ai vraiment fondu en larmes, elle m'a dit bah arrête, j'ai l'impression de t'avoir violée, comme si c'était pas le cas depuis des mois. Par contre, quand la relation s'est terminée, elle m'a pas dit clairement que ça avait été le cas, mais en tout cas, elle s'est excusée d'avoir été là, que pour le sexe. Après, malgré tout, à cause de l'hypersexualisation, j'ai vraiment détruit des amitiés parce que moi, je me disais que une amitié, du coup, c'était ça, c'était coucher avec ses amis. Parce que c'était ce qui m'avait fait comprendre. On a beau être amis, on couche ensemble. Pour moi, c'était ça, et du coup, c'est ce que je cherchais un peu dans toutes mes amitiés. Et ça a été ça pendant 2 ans, quand même. Du coup, je pense que ça a quand même vachement impacté mes relations sociales. Et puis, j'ai surtout compris qu'en fait, j'avais une place dans sa vie, dans son obsession littéralement, hyper importante. Au moment où je me suis souvenue que pendant l'agression, il me répétait en boucle « J'attends que toi, veux-tu être ma première fois ?» Mais en y repensant, j'ai compris que c'était pas qu'un simple ami et que dans sa tête, c'était pas que ça. Pour lui, c'était « Oui, bah, si tu viens chez moi, c'est parce que tu veux coucher avec moi. » Et après, en relisant des conversations et en parlant avec mon ex de l'époque, on se rendait compte qu'il n'y avait rien de normal dans ce qu'il me disait. Il n'y avait rien, en fait, qui laissait juste présumer qu'il voulait une amitié avec moi. Ouais, ça se voyait quand même, il y avait des signes dans ces messages. C'était des « Oh, tu sais, les relations à distance, ça marche jamais. » Alors que moi, j'étais au pays des bisounours avec mon ex de l'époque, hein, vraiment. Ouais, il y avait des signes, en fait. Selon les statistiques et études de DARES, publiées en 2019, sur 1 an seulement, 10% de femmes et 2% d'hommes ont déclaré avoir subi du harcèlement sexuel au travail. Des chiffres qui soulèvent une problématique universelle, celle de l'abus de pouvoir. En effet, les rapports humains basés sur une hiérarchie stricte sont propices à des situations d'abus et nous remarquons des profils répétés de victimes sous l'emprise émotionnelle et psychologique de leurs agresseurs. Malgré ces chiffres alarmants, nous ne pouvons oublier de penser à toutes les victimes qui n'ont pas porté plainte, par choix ou par obligation. Toutes les violences interpersonnelles, alors interpersonnelles, c'est-à-dire commises entre 2 personnes, quelles qu'elles soient, les meurtres, les assassinats, les violences sexuelles, les coups et blessures, les violences verbales, se déroulent dans la majorité des cas entre des personnes qui se connaissent déjà. On dit dans notre jargon à nous que les violences sexuelles sont des violences du proche, des violences de proximité, puisque dans la majorité des cas, effectivement, alors les chiffres, après on peut discuter 80%, 90%, ça dépend des enquêtes, mais la grande majorité de ces violences se déroulent dans des cercles de relations ou de connaissances proches, donc le premier d'entre eux étant la famille. Donc c'est pas très étonnant, on se tue entre gens qu'on connaît d'une certaine façon, on se tape entre personnes qui également nouent des liens entre elles, et on s'agresse sexuellement entre personnes, si je puis dire, qui se connaissent également. Alors il existe bien évidemment des violences sexuelles ou sexistes commises
par des agresseurs sur des victimes ou des personnes qu'elles ne connaissent pas, mais c'est une toute petite minorité. Les auteurs ont les victimes sous la main d'une certaine façon. C'est pas une particularité des violences sexuelles. Les violences interpersonnelles sont des violences de proximité, du proche. Elle n'est pas si énorme, cette hausse des plaintes ou de la dénonciation des violences sexuelles. Alors il faut distinguer dénonciation et plainte d'ailleurs. La dénonciation, ça clairement, elle est en expansion. Au moins depuis le mouvement MeToo, mais elle a commencé bien avant en réalité. En revanche, le taux de plainte, pendant longtemps, en gros, les études montraient, alors pendant longtemps, jusqu'au mouvement MeToo, donc 2017, 2018 à peu près, les études, on faisait une espèce de petite cote mal taillée, là, parce qu'en fonction des études, des sources qu'on avait, des outils qui ne sont pas toujours très concordants les uns avec les autres, hélas. On estimait que le taux de plainte était d'environ entre 8 et 12%. Aujourd'hui, d'après les derniers chiffres dont on dispose, il est d'entre 15 et 20%. C'est pas non plus une révolution. Il a certes augmenté, incontestablement, mais contrairement à ce qu'on imagine, la majorité des victimes de violences sexuelles continuent à se taire. Mais moi, je trouve que l'énigme fondamentale demeure celle du silence prégnant. Alors là encore, on ne change pas les choses aussi vite, aussi rapidement, donc tout dépend comment on a envie de voir les choses. On peut se dire, c'est déjà pas mal, au fond, qu'il a augmenté qu'il est presque doublé, hein, on peut le dire. L'attitude dominante majoritaire des victimes, des personnes qui subissent ces violences, c'est de se taire. En tout cas, de ne pas saisir la justice pour qu'elle règle leur affaire. C'est ça qui doit venir nous parler et qui doit être le point de départ, le démarrage d'un travail de réflexion et éventuellement de chercher quelle solution trouver à ça. Pour autant, il est nécessaire de rappeler que même si l'image du bon viol reste une idéalisation ancrée dans nos esprits, ce n'est pas une situation impossible. En 2011, l'étude de Gary F. Kelly révèle que seulement 4% des viols sont commis par des inconnus. Un chiffre qui reste non négligeable, mais qui n'est pas représentatif d'une majorité. Alors que les chiffres sont clairs, que se passe-t-il concrètement lorsque le viol prend place en nous ? Qui sommes-nous quand l'on devient soi-même victime d'abus sexuels ? Pourquoi tu ne t'es pas débattue ? Cette question culpabilisante est souvent la première qui est adressée aux victimes quand elles témoignent de leur vécu. Une question qui camoufle un phénomène commun à de nombreuses victimes d'abus sexuels, la sidération. L'état de sidération psychique est comme un poison, paralysant sa victime en l'empêchant de réagir. Entre autres, l'événement traumatique pétrifie les mécanismes de défense de sa victime. Vu que j'avais fait une journée très très fatigante, j'étais épuisée. Mon corps il répondait plus du tout. Et quand l'agression en elle-même a commencé, j'étais comme paralysée. Il n'y avait plus rien mon corps ne suivait plus du tout. J'étais paralysée par la peur. Vraiment, je ne pouvais pas bouger. J'avais l'impression que ma tête elle sortait de mon corps. C'était juste horrible. Alors, mon agression, j'en ai pas énormément de souvenirs, malheureusement, c'est vraiment très flou. En fait, c'est comme si je me rappelais simplement de certains détails de ce qui s'était passé. J'ai des souvenirs très précis de certaines phrases qu'il a pu me dire, mais aucunement de tout ce qui s'est passé en tant que tel. Pour moi, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes, tout ce que je vous raconte. En réalité, j'ai disparu pendant 3 heures, comme j'ai pu le dire précédemment. En fait, durant mon agression, j'étais au sol, j'étais incapable de bouger, c'est comme s'il y avait une force extérieure qui me retenait au sol. Je pouvais pas bouger un seul bout de mon corps. Alors, que se passe-t-il vraiment dans la tête d'une victime, à l'instant même où elle subit l'abus ? Donc la sidération, c'est la victime ne peut plus bouger, elle ne peut pas parler, elle peut pas bouger, elle peut rien faire, elle est pétrifiée. Ça, c'est le cerveau qui ressent qu'il y a de la peur, il y a une peur intense, et du coup, il va se dire « Oh là là, il faut que je me mette en mode survie ». Et là, il y a une peur intense qui fait qu'il y a cortisol et de l'adrénaline qui sont à un taux tellement élevé que le cerveau se dit pour protéger la survie de la victime, il faut qu'elle se fige, qu'elle ne bouge plus. Et ça, c'est le phénomène de sidération. C'est un phénomène qui est complètement involontaire. Après, très souvent, après la sidération, donc ça disjoncte, la sidération, et après, il y a la dissociation qui arrive. C'est là que les victimes vont me dire j'ai l'impression d'être sortie de mon corps, que c'était plus réel. Et là aussi, c'est le cerveau qui veut protéger, et c'est au niveau émotionnel. Se dit que si la victime est en contact avec cette détresse émotionnelle intense, elle ne va pas survivre. Donc il la protège, et dans ces cas-là, elle se déconnecte complètement de ses émotions, et il ne se passe plus rien, elle a l'impression de plus être en contact avec la réalité. Et ça, ces deux phénomènes, j'ai vraiment envie... c'est très important que les victimes en aient connaissance, parce que c'est complètement involontaire. On peut être ceinture noire de karaté et être sidéré, c'est pas la victime qui se dit tout d'un coup, je vais me mettre en état de sidération, de dissociation. C'est le cerveau qui fait ça. Et malheureusement, parfois, c'est ce que recherchent les agresseurs, parce qu'ils savent que du coup, la victime ne va pas pouvoir se défendre. Dès lors,
Le long parcours de la victime contre elle-même ne fait que commencer. Pour se protéger, le cerveau peut faire le choix d'ignorer, voire d'oublier dans sa totalité le traumatisme, comme si rien ne s'était passé. Le premier phénomène, comparable au déni, a lieu juste après là où les agressions et pousse la victime à négliger ce qu'elle a vécu, sans en réaliser la gravité, ni même l'impact sur sa propre personne. Donc comme je l'ai dit, je suis allée donc dès le lendemain ou le surlendemain voir des hôpitaux, le commissariat, le médecin, etc. Mais en fait, tout le monde m'a envoyé bouler, donc du coup, juste après, j'ai juste laissé ça de côté et je suis partie du principe que rien n'était arrivé et que c'était pas là. Mais en fait, c'est revenu quand même assez rapidement. Enfin, je pense que donc ça s'est passé donc en fin novembre. Tout le mois de décembre, ça n'existait pas, c'était pas là. Et puis mois de janvier, je suis rentrée les vacances de Noël, je suis rentrée à Lyon. Et en fait là, ça a tapé. Où là, je me suis dit que ça n'allait pas du tout et c'était terminé pour moi. Et qu'il n'y avait plus trop de déni. Et après, il y a eu des phases où on abandonne et donc ça n'existe plus. Et puis on rechute, quoi. Pour mon viol, ça a été le plus compliqué, je pense, parce que pour moi, c'était juste une expérience sexuelle absolument catastrophique, mais je ne posais pas le mot viol dessus. Bien que je ne me rendais pas compte de ce que c'était, même si j'étais déjà assez impliquée dans tout le militantisme, féminisme, VSS, etc. Moi-même, je ne me sentais pas concernée par ça, mais je sentais bien quand même que ça me travaillait, et j'ai fini par en parler à une amie. Mais il existe un phénomène encore plus vicieux, l'amnésie traumatique. En effet, les amnésies traumatiques, complètes ou parcellaires, sont un trouble de la mémoire fréquent que l'on retrouve chez les victimes de violences sexuelles, notamment si ces violences ont eu lieu dans l'enfance. La victime est alors plongée dans l'oubli total de l'événement vécu. L'amnésie traumatique, elle a beaucoup été étudiée récemment par Muriel Salmona, qui est une psychiatre qui défend beaucoup les violences. Et elle définit ça comme l'incapacité de se souvenir d'une partie ou de la totalité d'un événement traumatisant. Donc ça veut dire que certaines victimes vont oublier complètement une partie ou la totalité de l'événement traumatique. Et là aussi, c'est un phénomène du cerveau qui veut protéger la victime, qui se dit c'est beaucoup trop douloureux pour elle, du coup on le met dans un coin du cerveau. Et ces amnésies, elles peuvent durer quelques heures, quelques mois, mais aussi 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et parfois elles réapparaissent sous forme de mémoire traumatique, de flashback, d'un coup ça revient comme ça. Et c'est pour ça que les victimes, ça crée aussi chez les victimes parfois une espèce de truc en disant mais je suis pas sûre que ça soit arrivé. Voilà, c'est assez complexe, mais c'est encore une fois un mécanisme de protection du cerveau. Quand l'amnésie se lève, les souvenirs traumatiques reviennent, le plus souvent de manière brutale et envahissante, sous la forme d'une mémoire traumatique fragmentée, non contrôlée, ni intégrée, faisant revivre les violences à la victime à l'identique, avec la même détresse et les mêmes sensations. Quand les faits se sont passés immédiatement après, c'est sorti de mon esprit, tout simplement parce que ça ne m'a pas forcément marqué. Au fur et à mesure du temps, il y a des indices qui se montraient, notamment l'hyposexualité, le fait d'avoir du mal avec le contact physique, avec la sexualité avec les gens. Et du coup, c'est à partir de ma première année de fac que je me suis rendu compte, en m'engageant politiquement et en militant sur les réseaux contre les violences sexistes et sexuelles, que en fait, j'étais une victime aussi. Je l'ai pas mal vécu. Ça m'a fait un choc quand je l'ai découvert, évidemment, mais je me suis penchée sur la question de est-ce que j'étais dans un déni, ou alors est-ce que j'avais oublié, ou alors je suis passée à autre chose, est-ce que ça m'a traumatisée ou pas. Je me suis posé plein de questions. À la fin, j'en suis arrivée à la conclusion de oui, mon corps est traumatisé, non, je ne suis pas traumatisée. Alors, j'ai pas eu d'amnésie traumatique par rapport à cette agression-là, mais cette agression a fait ressurgir du coup une amnésie que j'avais eue quand j'étais enfant, qui s'est d'abord mise en place par des formes de cauchemars. Et puis après, tout est revenu un petit peu comme ça. Et même à l'heure actuelle, ça revient progressivement, on va dire. J'ai mis quelques années à revenir. J'ai eu des souvenirs du premier viol au moment du deuxième. Le deuxième, pour le coup, je l'ai jamais oublié. C'était sous forme de cauchemar. Donc j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était pas des cauchemars. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand je suis allée voir une psychologue plusieurs années après. Et qu'on a beaucoup discuté, et
des souvenirs, des bribes de souvenirs me revenaient. C'était difficile à accepter parce que, que je m'étais pas fait violer qu'une seule fois en fait. Et encore aujourd'hui, j'ai pas mal de flashs qui me reviennent ou je fais beaucoup de cauchemars et je suis pas encore capable de savoir si c'est des cauchemars ou si c'est d'autres viols dont j'ai pas souvenir encore. Je peux pas l'affirmer à 100% parce que c'est beaucoup sous forme de cauchemar, mais je suis presque sûre à 100% d'avoir vécu de l'inceste de par mon grand-père qui a déjà fait de la prison pour exhibition, etc. Et du coup, j'ai pu en parler avec une de mes cousines qui, elle, est en pleine thérapie pour essayer de retrouver ses souvenirs parce qu'elle a eu exactement la même chose que moi. Après une agression, elle a eu des souvenirs en fait de notre grand-père. Moi, ce qui m'a marqué, c'est un cauchemar que je fais très 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 souvent. Où en fait, je suis dans ma maison au Portugal, avec du coup ma famille, etc. Et là, il y a toute ma famille de réunis. On joue dehors avec toutes mes cousines. Et au moment de rentrer, je passe derrière lui. Et en fait, il m'attrape la main. Et là, d'un coup, il y a tout le monde qui s'évapore. Et il va répéter en boucle les mêmes mots. Ça reste entre nous, tu ne dois pas en parler à ta mère. Bien que le traumatisme naisse dans l'instant, son impact, lui, perdure et impose à la victime une lutte sans merci contre elle-même. Les abus sexuels nous changent radicalement. Un changement dont nos proches, désemparés, sont souvent les premiers témoins. À partir de la puberté, que vraiment des comportements de plus en plus inquiétants, de grands mal-être sont apparus chez ma fille, sans que, évidemment, du tout, je n'attribue ça aux bonnes causes. Le problème, c'est qu'elle a eu 12 ans, elle a eu ses premières règles, vraiment juste en plein milieu de la crise Covid. L'explosion de son mal-être nous paraissait être provoquée par cette difficulté-là. Plus tard, quand elle a commencé à demander à modifier les rythmes de visite chez son père, j'ai assez rapidement répondu à sa demande. On a rencontré une psychologue pour qu'elle puisse faire sa demande dans un planning familial. Et très peu de temps après ça, après que son père ait accepté qu'on modifie momentanément le rythme de garde, à ce moment-là, elle a commencé à faire des malaises. Elle s'est mise à avoir des malaises qui ressemblaient à des chutes de tension, à des hypoglycémies. Ça s'est de plus en plus rapproché jusqu'à vraiment des pertes de connaissance, de très longue durée parfois, qui se sont multipliées également. Et à force de chercher au niveau médical, finalement on est arrivé à ce qu'elle rencontre un psychiatre. On cherchait du côté de la phobie scolaire, on cherchait toutes sortes d'hypothèses. Et le psychiatre visiblement commençait à se douter qu'il pouvait y avoir quelque chose de très problématique avec le père, mais ne mettait pas les mots dessus. Et je pense que c'était pas son rôle à ce moment-là, jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée, parce qu'elle faisait de plus en plus de crises d'angoisse, des mises en danger d'elle-même, des troubles alimentaires. Les souffrances psychologiques étaient de plus en plus fortes et de plus en plus dangereuses pour elle-même. 2 jours après son entrée à l'hôpital, qu'elle a eu un premier flash. Elle a d'abord exprimé avoir subi des attouchements de la part de son père. Tout d'un coup, on comprend. Et toute l'hospitalisation sert à essayer de la contenir dans la remontée de tous ces éléments traumatiques qui remontent les uns après les autres. Émerge aussi pendant l'hospitalisation la présence de 2 autres personnalités au sein d'elle. Quand c'est arrivé, j'ai pas pris conscience de ce que voulait me dire Lola. Et donc on l'a su, en tout cas, je l'ai compris il y a qu'environ 1 an. À l'époque, elle avait 12 ans. Les mots qu'elle m'a dit, moi, ils m'ont pas... j'ai pas voulu l'entendre, je pense. Parce que j'ai toute confiance dans l'autorité, les professeurs, on a de la famille où ils sont professeurs. Ce professeur-là, on faisait beaucoup de sorties avec, j'étais parent élu, donc on le voyait souvent. Et puis les mots qui ont été dits, en fait pour moi elle était malade, il est venu nous voir tout de suite à la sortie du bus pour nous dire qu'elle avait été malade, qu'il s'était occupé d'elle. J'ai pas pris conscience de ce qui s'était passé, ce qui fait que ma fille a complètement enfoui ça. Après, par la suite, tout s'est enchaîné. C'est le moment où on déménageait, le moment où j'ai changé de poste. Et nous qui étions très fusionnels, on s'est un peu éloignés, mais je m'étais dit que c'était le déménagement, le changement de poste. Elle s'était rapprochée de son père, ce qui était une bonne chose. Ensuite, j'ai vu que là, ça allait pas bien. Elle pleurait la nuit, elle nous appelait. Et elle a accepté d'aller voir une psychologue parce que je lui ai proposé plusieurs fois. Et après... environ 4-5 mois avec sa psychologue. Elle me l'a dit, que j'avais pas voulu l'écouter. Il y a la parole qui s'est libérée. Ça a été une période très compliquée il y a un petit peu moins d'1 an. Donc là, je sais qu'elle a été victime. Je sais qu'elle est victime, toujours. J'ai d'abord essayé de la convaincre
de trouver comment gérer ce qui me semblait être des conflits entre une préado et son père. Puis jusqu'au moment où, comme je vous ai dit, elle a demandé de modifier le mode de garde. Elle savait très bien que c'était quelque chose de très, très strict, le respect de ce mode de garde, donc pour qu'elle aille jusque-là, et puis elle s'exprimait avec beaucoup de détresse. Encore à ce moment-là, j'avais absolument aucune idée de ce que ça signifiait. Ça m'a pris des mois avant qu'elle ne parle, mais même moi avant de faire cette hypothèse-là. Mais en tout cas, dès ce moment-là, je lui ai dit « Je t'écoute, je suis de ton côté et maintenant je suis là pour te protéger. » Mon rôle de mère depuis qu'elle est tellement malade, parce qu'elle est malade, elle se retrouve avec un handicap social, avec un trouble de l'identité. Au-delà des causes, les conséquences sont vraiment très très lourdes. J'ai dû re-rentrer dans un rôle extrêmement protecteur, de soutien quasiment heure par heure, dans les pires moments où elle risquait d'attenter à sa vie. Devoir lui réapprendre à prendre soin d'elle-même, à manger, à oser sortir de sa chambre. Et tout ça en étant à la fois le plus possible maternant et le moins possible étouffant. C'est un équilibre permanent à trouver entre être la protection que je n'ai pas été pendant des années, lui permettre d'abord d'exprimer les traumas, ça me semblait essentiel d'être capable d'entendre. Je suis la seule qui a tout entendu. C'est à moi qu'elle a toujours tout révélé. Et les traumas se libèrent couche après couche, des moins graves, si on peut dire, quand on parle d'attouchement, jusqu'au plus terrifiant, jusqu'au viol, jusqu'à l'hypothèse d'une fausse couche, à 12 ans et demi. Et donc il faut être d'une solidité phénoménale pour être ce réceptacle, pour pouvoir qu'elle ait au moins une oreille qui peut tout entendre, qui tiendra bon. Puisqu'elle a subi ça et qu'elle a tenu bon, il faut au moins être capable d'écouter et de tenir bon. Et puis en même temps d'être encore une maman. On a compris que le suivi psychologique classique ne suffirait pas, qu'il fallait qu'elle soit aidée également par des cachets. Elle est sous antidépresseurs. Pour en tout cas pas couler plus, parce qu'elle a été dans des phases très très compliquées. Et là c'est encore très très vif en fait, parce que ça fait peut-être que 2 semaines que je trouve que ça va un peu mieux. Le chemin il est long, il est très long, au point que des fois nous on doit l'habiller le matin, enfin moi je dois l'habiller le matin parce qu'elle a pas la force. C'est une jeune fille qui est hyper courageuse avec ce qu'elle a vécu, avec le fait qu'elle a eu une rupture avec l'adulte, avec ce qui s'est passé, et le fait que moi j'ai pas su l'entendre à ce moment-là. C'est une deuxième rupture avec l'adulte. Et donc elle est très courageuse parce qu'elle a réussi après un travail à nous le dire. Et elle va de l'avant. Mais les changements, oui, il y en a eu beaucoup. Et là, je trouve qu'ils sont plus positifs depuis quelques semaines que ce qu'on a pu vivre pendant des mois. Elle refait de la musique, elle rechante. C'est des petits signes, plein de petits signes qui font que je me dis qu'elle se réaccroche à la vie. Les conséquences d'un tel traumatisme sont généralement très importantes sur le long terme, mais peuvent varier entre les victimes. Elles influent tant sur notre rapport à l'autre que notre rapport à nous-mêmes, et en particulier à notre corps. Beaucoup de PTSD et tout, j'arrive plus à penser, j'ai une manière de penser différente. Ça m'a beaucoup affecté, je fais beaucoup moins confiance aux gens. C'est aussi, j'ai développé une dépression et une phobie scolaire pendant toutes ces années. Surtout beaucoup de PTSD, dépression, phobie scolaire, beaucoup d'anxiété aussi. J'ai eu une dépression pendant 4 ans, ouais, on va dire 4 ans. Et donc en fait pendant des années, je savais pas trop ce qui se passait, juste je me sentais pas bien, j'avais pas particulièrement envie de vivre, mais j'avais pas particulièrement envie de mourir jusque-là. J'ai fait de l'hypersexualisation pendant 2 ans. Et puis un peu comme ça, un matin, j'ai décidé que j'en avais marre et j'ai fait une tentative de suicide quand j'avais 18 ans. J'étais même pas encore pubère, donc déjà j'étais toute petite et en grandissant, j'ai développé vraiment une haine de mon corps. Chaque partie de mon corps qui changeait, c'était assez horrible. C'est pour ça du coup les TCA, parce que je voulais absolument être fine comme je l'ai. J'ai peur d'absolument tout.
des gestes, d'avoir des relations sexuelles. Parce qu'en fait, il suffit d'une fois que ça détruise une vie. Et j'ai pas envie que ça recommence encore. Alors, j'avais très peur des professeurs hommes par la suite. Parce que j'avais pas vraiment envie que ça se reproduise. Surtout avec la dépression, l'anxiété. J'ai eu le droit d'avoir un PAI. Du coup, c'est un plan qui est aménagé pour élèves. Et j'ai le droit de porter mon casque parce que je suis extrêmement sensible à tous les stimuli extérieurs. N'importe quel bruit, ça me panique. Et j'ai pas le droit d'être seule dans une salle avec un professeur, surtout les professeurs hommes. Et pour le bac, j'ai le droit de passer à l'oral uniquement avec une femme. Parce que j'ai peur des hommes. De ces violences peut découler également un trouble anxieux sévère, nommé le trouble du stress post-traumatique. Découvert suite à l'analyse du comportement de vétérans de la guerre du Vietnam, son diagnostic peut être posé après l'exposition à un événement traumatique, d'après le DSM-5. Il s'inscrit en effet comme une réaction bio-neurophysiologique consécutive à une situation durant laquelle l'intégrité physique ou psychologique du patient a été menacée ou atteinte. Alors, c'est justement effectivement un trouble qui peut survenir suite à un événement traumatique. Il faut savoir pour qu'un événement soit dit traumatique, il faut que la victime, enfin quelqu'un, que vous ayez été en contact avec la mort, ou que votre vie ait été mise en danger, ou que vous ayez assisté à ça. Ça veut dire qu'on peut aussi souffrir de troubles de stress post-traumatique si on a été spectateur. Donc ça peut être... Et puis à ça, il faut que soit associé une peur intense, un sentiment d'impuissance, d'horreur. Ça peut être une catastrophe naturelle, un accident de voiture et évidemment des violences sexuelles. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de symptômes. Il y a 3 grosses catégories de symptômes. Il y a tout ce qui est symptômes de reviviscence. Donc là, c'est la mémoire traumatique. C'est la victime va avoir des flashbacks, va faire des cauchemars, va revivre l'événement comme si c'était encore présent. Il va y avoir tous les symptômes d'évitement. Donc là, c'est je vais éviter... de penser à ce qui m'est arrivé. Je ne veux pas du tout parler de mon viol, par exemple. Je vais éviter les endroits. Si, par exemple, je sais pas, j'ai été victime d'un viol quand j'allais à la salle de sport, je vais plus vouloir aller à la salle de sport. Ça va être, la victime va tout faire pour éviter tout ce qui la ramène de loin ou de près au traumatisme. Les derniers types de symptômes, c'est tous les symptômes d'hypervigilance qui créent un espèce de stress, un espèce de truc qui fait dire à la victime que le danger est toujours présent. Donc ça peut être des sursauts exagérés, de l'irritabilité, etc. Ces symptômes, on parle de troubles de stress post-traumatique aigu si ça dure moins de 3 mois. Et si ça dure plus de 6 mois, on parle de troubles de stress post-traumatique chronique. Et attention, ils peuvent aussi survenir plus de 6 mois après l'événement traumatique. Et ils sont souvent, forcément, ils sont accompagnés souvent de dépression, tentatives de suicide, d'addiction. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ça va affecter toute la vie des victimes. La vie sociale, la vie personnelle et la vie professionnelle. Pendant longtemps, j'ai pas trop su ce que c'était, donc c'était très difficile parce que moi, c'était surtout les cauchemars. En fait, je revivais mes viols tout le temps. C'est hyper similaire à ce que j'avais vécu, donc j'avais vraiment l'impression de le revivre à chaque fois. Après, c'était compliqué d'aller du coup dans la maison de famille. C'est d'autant plus compliqué parce que j'étais obligée d'y aller avec mes parents pour les fêtes de famille, donc c'était compliqué à gérer, mais c'est bien qu'on ait pu mettre un mot dessus parce que moi je comprenais pas trop ce que je vivais. Et maintenant je pense que les antidépresseurs et les anxiolytiques m'ont bien aidé à gérer la situation sur le moment. Et la psychologue avec qui j'ai fait le travail, j'ai moins d'angoisse maintenant. Et j'ai des cauchemars mais qui reviennent vraiment à des moments précis. C'est si on me parle de lui, si j'en parle, je sais que dans les 2 nuits qui suivent je vais faire le cauchemar. Mais ça reste cadré. C'est un enfer. C'est ce qui me pourrit le plus la vie encore actuellement, alors que ça fait 2 ans. J'arrive pas du tout à passer à autre chose. C'est des flashbacks tout le temps, mais je choisis pas ni le moment, ni le lieu, ni quoi que ce soit. Ça vient... Juste, je suis plus là quand ça arrive. Et du coup, ça me fait manquer des parties de ma vie qui pourtant seraient là pour que je sois en train de profiter ou d'étudier ou quoi que ce soit. Et en fait, je ne peux pas parce que j'ai ces flashbacks et j'arrive pas à comprendre et à vivre avec. Certaines conséquences du traumatisme, encore plus vicieuses, peuvent plonger la victime dans une profonde souffrance et incompréhension. Parmi eux, 2 phénomènes encore mal connus du grand public, l'excitation traumatique et le fantasme du viol. Ça excite dans l'imaginaire
mais on sait que c'est pas du tout excitant. Enfin, moi je le savais que c'était pas du tout excitant ou que ça arrive en vrai. Mais dans l'imaginaire, dans l'optique que ça n'arrive pas, c'est le principe d'un fantasme, hein, c'est l'imaginer sans forcément que ça arrive. Mais j'arriverai pas à l'expliquer ce qui se passe dans nos crânes pour que ça arrive en fait. Parce qu'on sait que quand ça nous est arrivé, ça nous a pas plu du tout. Donc pourquoi le fantasmer dans un imaginaire qu'on veut pas, quoi. Le fantasme du viol et l'excitation traumatique, c'est très compliqué. Ce sont des choses dont c'est très compliqué de pas avoir honte en fait, parce que on en vient à se dire que dans une certaine manière on mérite ce qu'on a vécu, puisque ça nous fait aujourd'hui fantasmer. C'est très compliqué à gérer dans ces relations sexuelles parce que c'est comme si on était indirectement attiré par tout ce qui nous ramène à ce traumatisme. On sait que c'est hyper malsain, mais ça se contrôle pas et c'est compliqué aussi d'en parler à son partenaire parce que malgré tout ça reste une honte pour soi-même de se dire que ça nous attire alors que ça nous a fait souffrir. Pourtant, ces phénomènes s'expliquent et s'intègrent eux aussi dans la mémoire traumatique de la victime. Alors la colonisation, c'est de l'emprise. La colonisation, si on prend le terme historique, géographique, c'est vraiment un étranger, quelqu'un qui vient coloniser, donc qui vient occuper un territoire. Et là, c'est ce qui se passe dans certains cas de violences sexuelles. C'est-à-dire que les paroles de l'agresseur, alors je précise, je parle d'agresseur parce qu'on parle au masculin, mais ça peut parfois être des femmes aussi, va vraiment coloniser le psychisme de la victime. C'est-à-dire que ses phrases, ses pensées, tout ce qui va être dit va rester intégré dans le psychisme de la victime par le biais de la mémoire traumatique. Voilà, dans la mémoire traumatique, tout est mélangé, c'est un espèce de magma comme ça. Et du coup, il va y avoir la haine de l'agresseur, l'excitation de l'agresseur, les pensées de l'agresseur. Et la victime, tout va être mélangé, elle va pouvoir penser que ce sont ses pensées et que c'est son excitation. Donc du coup, c'est une vraie torture pour elle parce que du coup, elle va se dire que c'est elle qui est horrible. Elle va se mépriser, elle va se détester, alors qu'en fait, c'est un travail d'emprise qui a été mis en place par l'agresseur. Aussi, les victimes peuvent être logiquement exposées à des troubles de la sexualité qui peuvent varier entre les deux extrêmes. Alors, il faut savoir que les violences sexuelles, donc c'est une atteinte au corps, et c'est un traumatisme relationnel. Ça veut dire que c'est quelqu'un, un agresseur, qui vient vous agresser dans votre corps. C'est pas une catastrophe naturelle, un accident de voiture, c'est en lien avec la personne et sur l'intimité. Donc ça va créer dans la relation à l'autre et du coup dans l'intimité des difficultés, encore plus si les violences sexuelles ont lieu pendant l'enfance. Et donc ça a des répercussions sur la vie sexuelle des victimes. Le vaginisme, c'est un trouble qui est assez fréquent. C'est une forme de protection, là aussi complètement inconsciente. Ce sont les muscles du périnée qui vont se rétracter et qui vont rendre douloureuse, voire impossible la pénétration. L'hyposexualité, ça va être une inhibition complètement du désir sexuel. Ça veut dire que la personne ne va plus du tout avoir de désir sexuel ni d'envie. Du coup, ce qu'elle va faire parfois, c'est qu'elle va éviter la sexualité ou alors elle va accepter la sexualité, mais elle va se dissocier là pour pas revivre l'événement. Donc, elle va ressentir ni plaisir, ni rien du tout. Et l'hypersexualité, c'est un besoin d'avoir une sexualité. Ça peut se passer par la pornographie, la masturbation ou les rapports sexuels. Et là aussi, c'est inconscient. Et très souvent, c'est quand il y a eu dans le rapport agressé avec la victime, quand l'agresseur lui a fait comprendre, lui a fait croire que la sexualité était un moyen d'avoir de l'affection. Donc, les victimes rejouent ça inconsciemment. Et il y a souvent des phases, vaginisme, hyposexualité, hypersexualité. Voilà, ça peut osciller en fonction des personnes. Et surtout, ça a surtout un énorme impact sur les victimes, puisque ça impacte leur vie sexuelle. Leur sexualité, ça les prive d'une partie de leur vie aussi, dans leur vie de couple. Et l'hypersexualité peut aussi entraîner des maladies, si on multiplie les partenaires. Et éventuellement, du coup, un risque de se faire de nouveau violenter sexuellement. Ces conséquences sont un frein véritable à une sexualité saine pour les victimes, empreinte du traumatisme jusque dans des relations futures, sans lien direct avec le traumatisme. Hyper bloquant. Ouais, depuis que j'ai jamais eu de rapport sain, entre guillemets, où j'ai pas fini en larmes. J'ai eu peur panique, quoi. Suite à ce traumatisme, il faut savoir que moi, c'était ma première expérience sexuelle, donc je sais pas en fait ce que c'est de faire le sexe sans avoir ce souvenir derrière du viol. Et j'envie indirectement toutes les personnes qui ont cette chance d'avoir eu une sexualité avant leur viol. J'ai, suite à mon viol, développé de l'hypersexualité, donc une véritable addiction au sexe, c'est-à-dire que je me suis mis en tête qu'il fallait absolument que je me réapproprie mon corps par tous les moyens possibles. Et parmi ces moyens, il y avait le fait de ken avec n'importe qui, qu'on dise les termes tels qu'ils sont.
Et j'ai commencé à me mettre dans des situations extrêmement dangereuses. Un exemple, aller en boîte seule, totalement bourrée, sans prévenir personne. Le fait d'avoir des relations avec beaucoup de personnes, c'est quelque chose dont j'ai extrêmement honte. J'en ai quasiment jamais parlé. La plupart du temps, j'ai raconté quelques histoires à mes amis, mais la plupart des gens ne savent même pas tout ce qui s'est passé et toutes les relations que j'ai pu enchaîner durant une période. Et en fait, c'était aussi un moyen pour moi de me réapproprier mon corps et de me dire que cette fois-ci, j'avais le contrôle. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'à la fois, j'ai envie de me remettre dans des situations où j'ai pas le contrôle, et à la fois, j'ai envie d'être dans cette situation de contrôle où mon intimité m'appartient. Mais surtout, en fait, je pense que indirectement, je me sentais plus comme une humaine, mais comme un objet, en fait, puisque j'étais l'objet d'un désir. Si les victimes peuvent souffrir plusieurs mois, voire années du traumatisme, certaines ne connaissent aucune conséquence malgré l'abus vécu. Tout autant légitime que n'importe quelle victime, elles vivent les violences, épargnées de conséquences comme si c'était un événement anodin, tant dans l'instant que sur le long terme. Il faut savoir que j'avais 10 ans à l'époque, donc je l'ai vécu comme un événement parmi tant d'autres dans ma vie d'enfant en fait, et je l'ai pas du tout vécu comme un viol. Comment je pourrais expliquer l'absence de traumatisme pour la simple et bonne raison que ça m'a pas du tout marqué dans ma vie. J'en suis pas ressortie plus forte ou plus faible, j'ai pas, comme je l'ai dit, à part sur mon corps où je vois les séquelles, j'ai vécu d'autres choses qui peuvent aussi expliquer ces séquelles, donc en fait ça fait juste partie, on va dire c'est un événement parmi tant d'autres qui ont fait qu'avec mon corps c'est un peu compliqué de gérer la sexualité en général, mais l'absence de trauma s'explique parce que je sais très bien que la personne qui m'a fait subir ça n'avait aucune volonté à me faire du mal, ni la volonté de me faire du mal, ni l'intention de nuire, ni le fait d'accomplir quelque chose d'égoïste. En fait c'était, on va dire entre guillemets, un jeu d'enfant, et même si c'est pas un jeu, c'est comme ça que je l'ai ressenti à l'époque, et c'est comme ça que je le ressens aussi maintenant en fait. Bien que ce détachement puisse être comparable aux premiers abords à un déni, et le soit véritablement dans certains cas, c'est un phénomène qui annonce l'absence de développement d'une mémoire traumatique. Certains troubles psychiatriques, tels que la sociopathie, peuvent encourager ce comportement. Ces victimes souffrent pourtant d'un manque de reconnaissance important, qui n'est absolument pas justifié. Alors, l'absence, il faut savoir que les violences sexuelles, elles ont le triste privilège avec les tortures d'être les violences qui ont les troubles psychotraumatiques les plus graves. Aujourd'hui, quelqu'un qui a été victime d'un viol a 80%, plus de 80% de possibilités de développer un trouble de stress post-traumatique durable, contre 24% dans les autres traumatismes. Et si les violences sexuelles ont lieu pendant l'enfance, c'est 87%. Donc ça fait assez peu de personnes finalement qui n'ont pas de symptômes ou peu de symptômes, ou en tout cas ça peut être un trouble de stress post-traumatique aigu qui va faire, ça va durer moins de 3 mois. Après, ce qui va jouer, ça va être une conjonction de 3 facteurs qui va être personnel à chaque individu. Ça va être de voir comment était la victime avant l'événement, c'est-à-dire que si j'étais bien, j'avais une vie plutôt équilibrée, que j'étais bien dans ma vie. Si par contre, au contraire, j'étais déjà en dépression, je venais de vivre essentiellement une rupture, je n'étais pas forcément bien. Ça va dépendre aussi de ce qui s'est passé pendant l'événement. Est-ce que ça a eu lieu pendant l'enfance? Est-ce que ça a été répété? Est-ce que ça a eu lieu une fois? Est-ce qu'il y a eu des violences physiques, psychologiques et verbales qui ont accompagné les violences sexuelles? Et dernier point, ça va être ce qui se passe après l'événement. Est-ce que j'ai pu parler? Est-ce que j'ai été écoutée? Est-ce que j'ai été prise en charge? On peut imaginer que quelqu'un qui a une trentaine d'années, qui n'a jamais eu de traumatisme auparavant, qui était plutôt bien dans sa vie, qui a subi une agression sexuelle dans le métro, quelqu'un lui a touché la poitrine par exemple, et qui a pu parler tout de suite, être entendu, va probablement développer très peu de symptômes, voire pas de symptômes. Mes 2 viols, j'en ai parlé uniquement à mes amis, ma famille n'est pas au courant et pas l'intention de leur dire. Et ils ont plutôt bien réagi, enfin je pense qu'ils savaient surtout pas comment réagir. Donc après pour mon agression sexuelle c'était un peu différent parce qu'en fait c'était un ami d'un groupe d'amis. Ce qui s'est passé c'est que quand moi j'en ai parlé tout de suite, le groupe s'est un peu coupé en 2 et du coup j'ai eu des amis qui m'ont soutenue et qui ont pris mon parti. Et puis d'autres pas du tout, qui ont pris sa défense, qui ont dit que, parce que c'était un moment où on se draguait un peu, donc que c'était ce qui allait arriver, il fallait bien que je m'y attende, qu'il fallait surtout pas que je porte plainte parce que j'allais détruire sa vie. Je voyais une amie sur Paris et j'ai décidé de lui raconter ce que j'ai vécu. Et cette amie m'a dit je suis désolée, sache que tu n'es absolument pas responsable de ce que tu as vécu. Et c'est la première réaction à laquelle j'ai été confrontée, heureusement une très bonne réaction. Je remercierai jamais assez cette amie, c'est d'ailleurs elle qui m'a accompagnée porter plainte. Juste après, j'ai appelé ma meilleure amie de cette époque. La première chose qu'elle m'a dit c'est tu t'attendais à quoi? Tu connais Maxime? Donc j'ai juste fondu en larmes, je savais pas comment réagir parce que c'était la culpabilité, je me sentais déjà assez coupable comme ça. Et ces amis-là ne comprenaient pas, ils me faisaient des remarques par rapport à ça, ils me disaient que je faisais chier clairement.
J'avais demandé par exemple à ne pas être à côté de lui dans la queue de la cantine. Ça m'avait dit débrouille-toi toute seule. Ma meilleure amie, elle a été choquée parce que je lui ai pas dit avant. Elle a extrêmement bien réagi. Bon, évidemment, elle a pleuré, j'ai pleuré avec elle. Elle m'a apporté tout le soutien dont j'avais besoin et que j'attendais d'elle, en fait. Ce qui était le plus compliqué, c'était mon cousin, du coup. Assez compliqué d'expliquer à mes parents et à mes oncles et tantes pourquoi je voulais plus aller aux réunions de famille, pourquoi je voulais plus le voir, pourquoi je voulais plus... voilà. D'après l'ONU Femmes, la culture du viol est définie comme un ensemble de comportements qui banalisent, excusent et justifient les agressions sexuelles. Le corps des femmes y est considéré comme un objet destiné à assouvir les besoins des hommes. Dans une telle culture, la responsabilité de l'agression repose sur la victime, dont la parole est remise en cause. Cette culture est omniprésente et véhiculée partout. Penser que les hommes ont des pulsions sexuelles plus difficiles à contrôler que les femmes, que les faux témoignages de viol sont fréquents, que les accusations qui visent notre célébrité préférée ne peuvent pas être fondées, que si la victime a bu et qu'elle s'est fait agresser, c'est de sa faute, qu'elle n'avait qu'à pas se mettre dans cette situation, qu'elle n'avait qu'à se défendre, demander comment elle était habillée, tout ça, c'est alimenter la culture du viol. On vit quand même sous des rapports sociaux, des rapports de genre qui ne sont pas égaux. Il ne faut pas oublier que même du point de vue légal, les femmes et les enfants n'ont pas été considérés comme les égales des hommes, avaient un statut de minorité d'une certaine façon. Donc cette domination masculine, elle est tellement ancrée dans nos représentations, dans nos habitudes, dans nos traditions, que ça finit par constituer une culture, effectivement. C'est-à-dire quelque chose qui est autour de nous, qui vient motiver nos actes, nos paroles, et de façon tellement forte qu'on n'en a même pas conscience, en fait, dans la majorité des cas. Et les violences sexuelles en font partie d'une certaine façon, puisqu'il ne faut pas oublier que pendant longtemps, on ne considérait pas que les violences sexuelles étaient des violences. La loi elle-même, dans les textes, a toujours puni le viol, singulièrement, mais dans les faits, a toujours été très peu efficace pour le faire. Et ça n'est que depuis, moi je dirais, des années 60, 1960, 1970, où véritablement la question des violences sexuelles est arrivée sur le devant de la scène, a été mise comme un sujet important, notamment par les féministes, mais également par les mouvements de protection de l'enfance, il ne faut pas les oublier. Et du coup, la conséquence de ça, ça a été d'essayer de déconstruire cette culture. C'est-à-dire de faire en sorte que l'on puisse prendre conscience que nos gestes, nos paroles, nos actes sont notamment nourris par cette culture de relations inégales, hiérarchisées entre les hommes et les femmes pendant des siècles, qui peut conduire à commettre des agressions qui pendant longtemps n'étaient pas considérées comme des agressions. Je pense qu'on n'en est pas sorti. On ne défait pas, on ne détricote pas une culture aussi simplement qu'elle s'est construite et qu'elle s'est aménagée. Il faudra, je sais pas moi, des années, des décennies, peut-être même plus longtemps encore pour que véritablement on change de culture au fond de ce point de vue-là. Parce qu'il ne suffit pas de le dire. Voilà, il ne suffit pas de dire brisons le silence ou portons plainte ou ne nous laissons pas faire. Il faut que ça devienne une habitude d'une certaine façon. Or là, c'est pas encore une habitude. On est encore dans cette culture du viol qu'on dénonce, qu'on déconstruit. En outre, il est possible aussi qu'il y ait des contre-courants. C'est-à-dire des défenseurs de la culture du viol. Alors bien sûr, les personnes ne vont pas le dire comme ça. Elles ne vont pas dire on va défendre la culture du viol et on est pour le viol, jamais. C'est pas simple, hein. On a l'impression qu'il suffit de claquer des doigts en disant youpla boum, on arrête les violences sexuelles et sexistes. Mais je pense que certaines sont tellement ancrées, encore une fois, dans nos représentations, dans nos façons de fonctionner, celles des hommes et celles des femmes. Ça pose beaucoup de questions, je trouve, sur les rapports de séduction, comment on va vers l'autre, dans le respect de l'autre. On n'a pas le vocabulaire de ça. Enfin, il va falloir qu'on l'invente, il va falloir que votre génération l'invente. Le mouvement MeToo est ancré. Alors, il faut se méfier de ça parce qu'il y a des ancrages qui sont désancrés. Donc, les choses ne sont pas forcément gagnées. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe là, un mouvement qui est en train de faire des petits, qui est en train de creuser des sillons, qui est en train... Espérons que ce ne soit pas uniquement un ruissellement. Je pense que ce sera difficile de revenir en arrière quand même maintenant. Les résultats d'une enquête sur la représentation du viol en France, datée de 2019, démontrent que de très nombreux et nombreuses Français et Françaises ont encore aujourd'hui tendance à considérer qu'il existe des motifs permettant d'atténuer la responsabilité des violeurs et, à contrario, de blâmer ou d'incriminer les victimes. Pour 4 Français sur 10, la responsabilité du violeur est atténuée si la victime a eu une attitude provocante en public ou a flirté avec son agresseur.
Le viol recouvre des situations, des actes, des circonstances extrêmement variées. Et dans les représentations que l'on a, il y a certains viols qui ne sont pas considérés comme étant des viols, en fait. C'est pas simple, effectivement, d'arriver à imaginer qu'il peut y avoir des viols exempts de violences physiques. Longtemps, on a considéré qu'une victime, en l'occurrence une femme qui ne se débattait pas, elle n'avait pas mis tous les moyens qu'elle pouvait à sa disposition pour se défendre. Et ça pose toute la question du consentement, qui est une grande thématique d'aujourd'hui, qui est d'une complexité inouïe aussi. On découvre petit à petit qu'on peut être passif, mais à l'intérieur crier non. Sachant en plus que beaucoup de violences sexuelles sont commises par des phénomènes d'emprise. L'agresseur, d'une certaine façon, impose un tel rapport de force, mais pas violent. Il n'a pas besoin d'être violent, qu'au fond, il est persuadé de pouvoir arriver à ses fins. Un adulte qui viole un enfant, a fortiori si c'est un adulte qui a un lien familial avec l'enfant, il n'a pas besoin de recourir à la violence, puisque la différence d'âge, le statut, crée une telle asymétrie dans les relations qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais ça peut être vrai aussi d'un homme par rapport à une femme qui exerce sur elle depuis un certain temps une emprise. Les femmes pendant longtemps ont tellement été habituées à ne pas savoir dire non, ou on leur a tellement peu appris à dire non, surtout d'une certaine façon. Ça s'apprend, dire non. Donc il faut qu'on arrive à trouver la grammaire du non. Et du oui aussi, bien évidemment, quand on le veut. Au fond, la grammaire du consentement, elle est à inventer. L'âge et le genre des personnes interrogées a un impact sur les perceptions du viol. Par exemple, les plus de 60 ans ont plus tendance à déresponsabiliser les violeurs lorsque les femmes ont eu une attitude provocante, ont accepté d'aller seules avec un inconnu ou ont flirté avec leur violeur. Tandis que les jeunes atténuent plus souvent la responsabilité des agresseurs lorsque la femme est sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Alors qu'on pourrait penser que les plus jeunes générations sont les plus éduquées et alertées sur le sujet des violences sexuelles, l'étude révèle que les 18-24 ans sont la tranche d'âge qui considère le moins certaines situations comme des viols. 20% de cette tranche d'âge ne considère pas comme un viol le fait de forcer une personne à avoir un rapport sexuel alors qu'elle refuse et ne se laisse pas faire. Ou encore d'avoir un rapport sexuel avec une personne en état d'ébriété, droguée ou endormie et qui est incapable d'exprimer son consentement. 30% ne considèrent également pas l'existence du viol conjugal. Rappelons-le encore une fois, de manière générale, on ne fait rien sans le consentement clair et lucide de son ou sa partenaire. Le combat pour la reconnaissance en tant que victime de violences sexistes et sexuelles se poursuit pour certains dans le processus de plainte. J'ai porté plainte, mais très longtemps après. J'ai attendu ma majorité pour pas mettre mes proches au courant. Oui, j'ai porté plainte le 3 mars 2023. Oui, j'ai porté plainte. J'ai pas porté plainte pour mes viols parce que c'est un membre de ma famille et que c'était trop compliqué pour moi d'en parler à ma famille. Du coup, automatiquement, j'aurais dû en parler puisque j'étais mineure au moment des faits. Et pour mon agression sexuelle, j'ai pas porté plainte non plus, mais plus parce que j'ai reçu un peu des pressions de la part de d'autres amis qui me disaient que si je faisais ça, j'allais briser sa vie. Voilà, et j'ai un peu cédé sous la pression. Alors non, je n'ai pas porté plainte pour la simple et bonne raison que j'en ai absolument pas l'envie. Je trouve que ça servirait à rien et puis même dans mon processus de guérison, ça n'a pas été une question qui s'est posée, donc... J'ai pas porté plainte et en fait c'est que je me sentais pas du tout prête. C'était très compliqué pour moi. Oui, j'ai décidé de porter plainte. Ça n'a évidemment pas abouti. Ça fait 1 an aujourd'hui que ma plainte est sans retour, malgré le fait qu'il m'ait promis que j'aurais des nouvelles assez rapidement. Heureusement, j'ai pas porté plainte dans le but d'avoir justice, mais bien de me libérer d'un poids. Et ça m'a vraiment permis d'avancer dans ma propre processus de guérison. Alors pas du tout, ça n'a jamais été une option dans mon esprit d'aller porter plainte. D'une part parce qu'avec tout ce qu'on voit, que ce soit à la télé ou autre, ou dans notre entourage, etc., je voyais pas l'intérêt d'aller porter plainte parce que ça n'aboutit jamais. Parce que je n'avais pas envie que mes proches soient au courant au début. Et que quand j'en ai parlé à mes proches, un de mes proches a très mal réagi en me disant mais si ça te traumatise tant que ça, t'as qu'à aller porter plainte, sans avoir aucune idée de ce que c'était en réalité pour une femme d'aller porter plainte pour ce genre de choses. J'ai voulu porter plainte parce que le lendemain ou le surlendemain, je me suis dit que c'était pas normal et je suis allée à la fac et j'ai une copine qui m'a emmenée aux urgences pour d'abord aller faire des tests
pour voir si j'avais été droguée. Les urgences m'ont envoyé bouler en disant que c'était trop tard et qu'il fallait aller au commissariat directement pour faire une enquête plus approfondie. Donc j'y suis allée, et quand j'y suis allée, on m'a prise donc dans un couloir où on m'a expliqué qu'on pouvait faire donc 2 plaintes, une pour empoisonnement et du coup une pour viol, mais que j'avais pas de preuves concrètes et que c'était mieux si je retournais chez un médecin avant pour essayer d'avoir une autre preuve ou quoi que ce soit. Et du coup, j'y suis jamais retournée. À l'heure d'une France où seulement 0,6% des violeurs sont condamnés et où 80% des plaintes sont classées sans suite, la légitimité de la justice française en matière de violences sexistes et sexuelles reste questionnable. Les institutions, je pense, ne me reconnaîtront jamais comme victime. Il faut savoir que j'ai porté plainte il y a 1 an et qu'à l'heure actuelle, j'ai strictement aucune nouvelle de ma plainte. Donc j'ai été face à un policier qui m'a écouté, qui m'a pris en considération. Et ça m'a donné de l'espoir en fait pour la suite de ma plainte. Je suis partie de ce commissariat en étant heureuse parce qu'il m'a dit qu'il me recontacterait bientôt pour récupérer mes preuves. Et pourtant, ça fait 1 an et je n'ai jamais été rappelée par la police. Quand je me suis présentée au commissariat, j'ai été reçue par une femme qui vraiment a été adorable. J'ai quand même fait une déposition pendant 3 heures. Elle a pris le temps de m'écouter, de faire des pauses quand il y en avait besoin parce que c'est sûr que c'était la première fois que j'en parlais un peu dans les détails, donc c'était très très compliqué, mais elle a su être là. Ça s'est vraiment bien passé. J'avais très peur, je suis arrivée en crise d'angoisse. Et en fait, il est tout de suite rentré dans mon histoire. Il a jamais rien dit, au contraire, il m'a tout expliqué. Ce qui était violence conjugale, ce qui était violence sexuelle. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a sorti du déni. Quand je lui ai décrit les faits, c'est lui qui m'a dit « Madame, ce que vous avez vécu, c'est un viol ». Au début, je me suis sentie écoutée et accueillie. Quand même beaucoup de stress, beaucoup d'intensité, car le mec qui m'a violée, en gros, il avait comme une sorte de pression, il était dominant vers moi, et il me disait si à un moment j'en parlais, j'avais peur qu'il me mettait en danger, qu'il me tuait à un moment. Je me sentais acceptée, mais au fil des années, la police avait mis le dossier de côté. Petit à petit, je me suis dit que ça n'avait rien à foutre des victimes de viol. La plainte n'est pourtant que la première marche vers la justice, longue et épuisante pour les victimes qui ne cessent de voir leurs paroles remises en question. Maintenant que j'ai porté plainte et qu'il est au courant, parce que ça fait quand même un certain temps, j'ai peur par exemple de repartir dans ma ville de naissance, etc., voir mes parents, juste parce que je me dis oui mais il prend le même train que moi. La procédure en soi, il n'y a pas de problème, mais il y a des conséquences qui me font très très peur. Par exemple, même quand j'en ai parlé une seule fois sur les réseaux sociaux, j'ai eu droit en fait à ses potes qui viennent juste venir dire que je suis une grosse menteuse, que j'invente tout et que je déforme tout alors qu'aucun de ses amis à lui n'a pris le temps d'écouter ma version. Ça fait 1 an et j'ai beau envoyer des mails comme on me l'a conseillé, on me répond pas plus que ça. On m'avait dit que le dossier serait transféré là où elle habite, qu'elle serait entendue, qu'elle serait mise en garde à vue et rien de tout ça. C'est long, c'est anxiogène. Je peux pas passer à autre chose tant que l'affaire n'est pas clôturé, quoi. La justice a aussi une fonction réparatrice et on attend de la justice qu'elle recadre un peu les rôles, c'est-à-dire le coupable doit être sanctionné en sa qualité, si j'ose dire, de coupable, et la victime doit être reconnue comme victime. Ça n'a pas toujours été le cas. La victime était un petit peu dans les juridictions. Elle avait un rôle négligeable. On s'en souciait pas trop. Maintenant, ça a beaucoup changé. Elle est plus entendue qu'auparavant. Elle peut formuler ses demandes, mais ça a toujours existé en qualité de partie civile. Et il existe quand même, depuis pas mal de temps maintenant, un service d'indemnisation, de recouvrement des dommages-intérêts alloués aux victimes, ce qui n'existait pas auparavant. Le procès pénal n'a jamais été fait pour les victimes. C'est-à-dire que dans sa constitution même, dans la façon dont il fonctionne, il est centré autour de 2 choses. Les faits, l'infraction, comme on dit en langage pénal. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que oui ou non ça correspond à une infraction du code pénal, donc quelque chose qui est interdit. Et deuxièmement, la personne de l'auteur. Pourquoi ? Parce que c'est l'auteur qui est jugé. La victime a longtemps été un élément parmi d'autres de l'ensemble des éléments que la justice va rassembler pour essayer d'établir l'infraction, d'en rechercher l'auteur et d'apporter une réponse à ce qui s'est passé.
Si la victime ne se constitue pas partie civile, ce qu'elle peut faire du reste depuis maintenant quelques années, elle peut être auditionnée ou entendue à titre de témoin. Elle peut ne pas l'être. Et d'un point de vue pénal, cette personne ne sera victime que si l'auteur est identifié comme étant l'auteur des faits et est reconnu coupable. C'est souvent un processus, une procédure tellement brutale pour la victime que ça vient redoubler la douleur liée à ce qu'elle a subi. Elle va voir sa parole remise en question, contredite, éventuellement niée. On va lui demander 150 000 fois de revenir sur les faits. On va lui demander d'être beaucoup dans le détail. Après, on peut le comprendre. Si on prend un viol, c'est passible d'une peine de 15 ans de prison. On rigole pas d'une certaine façon avec ça. Quand la justice s'en mêle, ça peut être un véritable rouleau compresseur. On a introduit dans la procédure pénale des éléments formels qui permettent de prendre un peu plus en compte la parole de la victime. Mais ça, c'est sur le papier. Dans les faits, il y a encore un énorme chemin à faire. Comment peut-on inciter des personnes à porter leur affaire, comme on dit, devant la justice, sachant que dans la majorité des cas, cette personne, une fois qu'elle aura porté plainte, va retourner dans l'espace où l'agression a été commise, voire auprès de celui qui a commis l'agression. Donc tout le souci, de mon point de vue, la vraie piste aujourd'hui, c'est bien évidemment, si on y tient, à pénaliser les viols et à poursuivre l'auteur, mais c'est surtout à protéger les victimes. Et a fortiori quand elles ont parlé. Il est indispensable de se questionner sur la précision des lois encadrant les violences sexistes et sexuelles, déjà en vigueur, et notamment sur la définition abstraite du consentement qui est prévue par la loi. Malgré des textes européens en développement, la France ne semble pas s'aligner à une définition commune du viol en Europe. Quand il se pose un problème, alors on édicte une nouvelle loi ou un nouveau texte quel qu'il soit. Or, la plupart du temps, les textes existent. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Simplement, il faut les appliquer, ceux qui existaient déjà. Et pendant très longtemps, eh bien, on ne se souciait pas trop de les appliquer. Maintenant, pas plus, mais on crée de nouveaux textes, c'est tout. Ce qu'on appelle le millefeuille, vous voyez l'image, le millefeuille législatif. Les victimes, en principe, elles sont protégées. Dans la réalité, combien de fois, je ne parle pas des crimes, hein, mais pour les infractions moins graves, les délits, combien de fois les victimes ne sont même pas avisées du jour de l'audience. Les victimes sont plus suivies, plus écoutées aujourd'hui, c'est vrai. Mais il fut un temps où la victime était un peu l'empêcheur de tourner en rond. Par exemple, quand vous aviez un procès qui venait devant une juridiction de jugement, combien de fois j'ai entendu notamment les procureurs, au moment de l'audience, dire « Oh, c'est une affaire entre parties ». C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas. La noblesse, c'est les affaires qui viennent du procureur, du ministère public. Avec les années, quand même, les choses ont évolué, dans le bon sens, c'est vrai. Alors, améliorer les lois, ça ne dépend pas de l'institution judiciaire, c'est le Parlement. Maintenant, l'application, tout dépend des juridictions. Aujourd'hui, dans la magistrature, la tranche d'âge s'est fortement rabaissée, ce qui, à mon avis, est un bon sens. Les jeunes magistrats ont plus à cœur, disons, de voir le côté humain des affaires. Beaucoup plus que leurs aînés, beaucoup plus. Pourtant, les principaux concernés ne cessent d'alerter sur les défaillances du système qui mettent à mal la reconnaissance juste et digne des victimes par la justice. Je pense que j'aurais aimé peut-être être plus de prise en charge. La justice, elle regarde surtout l'agresseur, mais du coup, la victime, généralement, elle est très laissée de côté, et même après un procès, c'est pas une justice qui est réparatrice. Et on parle sans cesse de preuves, mais je veux dire, c'est hyper compliqué de prouver un viol dans le sens où... les preuves... Non, c'est hyper compliqué, donc... Qu'on soit écouté, qu'on va porter plainte, qu'il n'y ait plus de questions sur comment on était habillé, si on avait bu, si on l'avait dragué, des choses comme ça. Que toutes les plaintes soient prises, même s'ils sont obligés de le faire, mais c'est pas encore le cas. Il y a des actions qu'ils auraient enfin parlé à l'agresseur, au moins de lui punir, lui montrer ce qu'il a fait, quel dommage il a fait, quelle personne il a transformé. J'aurais aimé que le code pénal soit déjà pris en compte quand on arrive en gendarmerie ou police et qu'un agent de police nous dise pas « Oh mais une main courante ça suffit ». Une main courante ne suffit jamais. Que j'ai un suivi du dossier de l'instruction, une injonction d'éloignement. Bien que les violences sexistes et sexuelles peuvent nous changer, la résilience et la guérison restent possibles pour une majorité de victimes. C'est pas parce que j'ai accepté de m'asseoir à côté de lui que j'ai accepté tout ce qu'il m'a fait.
J'avais rien demandé, j'étais toute petite, j'avais 12 ans. Je lui dirais tout simplement ce qui s'est passé en fait, parce que je pense que si j'avais pris conscience de tout ça plus tôt, j'aurais pu aider plus de personnes autour de moi. Et c'est uniquement pour cette démarche-là que je dirais à mon moi de 10 ans exactement ce qui s'est passé et le fait que oui, c'est un viol et que je ne vais pas être traumatisée de ça et que je dois me servir de cette force parce que c'est un privilège de ne pas ressentir de traumatisme psychique. C'est tellement un privilège et quand je vois les gens autour de moi, je me dis que j'ai tellement de chance parce que là pour le coup c'est vraiment de la chance d'être comme ça par rapport à cette histoire et du coup je dirais que voilà de se servir de ce privilège pour aider un maximum de monde autour de soi. Je pense que je lui dirais que courage et que ça va être horrible mais que objectivement ça va finir par se tasser et qu'il y aura des moments qui seront beaucoup plus durs que d'autres et qu'en soi ça fait des vagues qu'on va mieux, qu'on rechute, qu'on peut aller mieux et qu'il y a clairement des manières de vivre avec et de s'en sortir, je pense, mais je lui donnerai tout mon courage. Il est également possible d'être accompagné pour les troubles qui peuvent découler de ce traumatisme par des médecins indépendants ou via des centres créés pour accompagner les victimes dans leur guérison. Oui, alors d'abord, je voudrais passer le message parce que j'ai beaucoup de jeunes femmes qui viennent et qui me demandent en thérapie d'oublier. Donc ça, j'en profite pour le dire, c'est absolument pas possible. Le traumatisme, ça va être quand elles arrivent, il y a une blessure qui saigne et le but de la thérapie, ça va être de soigner ça et de faire que la douleur soit moins forte. Le gros travail, et c'est pour ça qu'il est important d'aller voir des thérapeutes, des psys qui sont formés au stress post-traumatique et aux violences sexuelles. Tout le travail va se faire sur la mémoire traumatique. Tout le travail thérapeutique, ça va consister à transformer cette mémoire traumatique en mémoire autobiographique. Donc là, ça va être toutes les thérapies par la parole, mettre des mots, essayer de comprendre. Il y a beaucoup de travail de psychoéducation, justement d'expliquer le stress post-traumatique aux victimes, qu'elles comprennent que leurs symptômes, ça vient pas de nulle part. Le MDR aussi, avec les yeux quand il y a des images. Mais le plus important, en vrai, le message que j'ai envie de passer, c'est que toutes les études montrent que c'est pas la technique qui va faire que la personne, elle va guérir. Évidemment, sur des violences sexuelles, on est sur des thérapies plutôt longues. Aller sur des thérapies brèves, ça va sûrement améliorer les symptômes, mais ça ira pas soigner le problème. Mais de vraiment choisir un thérapeute ou une thérapeute donc, qui est formée et avec qui la victime se sent bien. Parce que là, il y a tout un travail autour de l'émotion pour débloquer de l'amygdale. Là, il va falloir travailler sur toute la peur qui a été ressentie, etc. Donc vraiment de trouver quelqu'un avec qui la victime se sent bien. La première chose, c'est de ne pas rester seule. Alors, c'est pas forcément facile parce qu'on n'a pas forcément des personnes qui peuvent être à l'écoute. C'est pour ça qu'il y a des associations, oui, il y a des centres. Il y a une douzaine de centres en France. Malheureusement, il n'y en a pas assez. Mais il y a quand même des associations, des lignes d'écoute gratuites, des thérapeutes. C'est vraiment de ne pas rester seul. Plus on attend, plus effectivement les symptômes s'installent et plus la reconstruction va prendre un peu plus de temps. La honte, la culpabilité, ce sont les mécanismes qui sont mis en place par l'agresseur pour que justement la victime ne parle pas. Libérer la parole est un processus long, mais qui voit de plus en plus de portes s'ouvrir, notamment via l'action d'associations et de collectifs qui l'encouragent. Les victimes, dans leur propre résilience, peuvent accomplir elles-mêmes de grandes choses et participer à ce processus vertueux. Chaque parole qui se délivre compte. Je voulais pas être anonyme parce que je me dis que c'est un peu un acte de tourner la page de mon côté et d'assumer enfin après 3 ans, 4 ans, ce qui m'est arrivé. Et donc beaucoup de stress et un peu de soulagement quand même parce que je me dis c'est quand même un signe de courage et je pense, je me lance pas des fleurs mais un signe de courage et de force quand même d'essayer de passer outre et de s'assumer comme ça, comme une survivante. Voilà. C'est pas la fin de notre vie, que ça va faire mal pendant un certain temps, qu'on va pas forcément tout s'en remettre définitivement, mais la vie, elle vaut la peine d'être vécue et il faut pas s'arrêter sur ça parce que ça fait mal, c'est normal, mais la vie fait beaucoup moins mal de façon générale. Donc il faut juste apprendre à vivre et ne pas lâcher.
Et c'est difficile de parler parce que ça remue toujours beaucoup de choses, même si pour moi aujourd'hui je suis guérie. Mais ça fait du bien, ça libère aussi, mine de rien. C'est difficile, mais ouais, on se sent limite plus léger après. Et pour moi c'était important de témoigner aujourd'hui parce que c'est la première fois que je témoigne entre guillemets publiquement et ce sera la dernière. Et pour moi c'est un peu la fin de mon parcours. Après 4 années de psychothérapie et d'antidépresseurs, j'ai pu arrêter tous les traitements. J'ai plus que la psychothérapie. Pour moi c'était très important de témoigner et c'est un peu la fin du chapitre. Briser la loi du silence, ça m'a énormément apporté, ça a aussi énormément impacté ma vie. On a affaire à beaucoup de victimes qui présentent des situations plus ou moins graves, mais qui sont toutes aussi douloureuses. Et c'est à la fois un crève-cœur, et à la fois ça me permet d'ouvrir les yeux sur le monde, de me dire qu'il y a beaucoup plus de victimes qu'on le pense. Et ça me permet de grandir tous les jours de ma vie. Je pense que ça a été l'étape la plus importante de mon processus de résilience. Quand j'ai commencé à briser la loi du silence, j'étais pas totalement guérie. J'étais vraiment dans une phase où j'avais encore beaucoup de colère envers la personne, que je le vivais extrêmement mal, beaucoup de tristesse aussi vis-à-vis de tout ce que j'avais vécu. Quand j'ai aussi brisé la loi du silence, j'ai trouvé un but en fait à mon existence, j'ai trouvé un but à tout ce qui m'est arrivé. Je me suis dit que certes ça m'était arrivé, c'était horrible, mais comment j'avais réussi à faire quelque chose de tout ça, que j'avais réussi à faire quelque chose de positif. Je reçois des tonnes de messages de personnes qui me disent que grâce à moi ou grâce à ce projet, je sais pas, ils ont réussi à pouvoir aller porter plainte, qu'ils ont réussi à se sentir mieux en fait. Et même le simple fait de me dire que j'ai pu aider une seule personne à se sentir mieux comme j'aurais aimé qu'on m'aide dans mon processus de guérison, c'est la plus belle chose et la plus belle vengeance que je peux avoir sur la vie. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire de toute mon existence et je pense que je me remercierai jamais assez d'avoir eu ce coup de tête du jour au lendemain de me dire que je vais lancer un compte qui parle de ça. Ça m'a tellement aidé et ça a tellement aidé d'autres personnes que je me rends compte que c'est quelque chose de grand et j'ai hâte de voir ce que ça va devenir et de faire en sorte que tout ce que j'ai vécu ne soit pas vain en fait et que ça puisse aider d'autres personnes, que ça puisse être un sujet de sensibilisation, que ça puisse être un moyen pour d'autres d'aller mieux, que si j'obtiens pas justice, peut-être que d'autres l'obtiendront et que c'est ce qui compte le plus en fait. Face à ces statistiques, à ces vies écorchées, nous ne pouvons rester muets. Nous ne pouvons réduire notre colère en silence, un silence qui porte sur ses mains le sang de toutes. Nous avons tous et toutes notre rôle à jouer pour déconstruire ce système oppressif qui protège nos agresseurs. Alors, au lieu de vous demander « qu'est-ce qu'elle a fait pour que ça lui arrive ?», la prochaine fois, demandez-vous plutôt « et si ça m'était arrivé à moi ?» Parce que nous voulons que cela n'arrive plus à personne. Nous continuerons d'en parler et de lutter. Nous ne nous tairons plus. Et dans cette lutte qui dépasse notre individualité, notre pouvoir se porte dans notre collectivité. Élevons nos voix afin de préserver nos proches ainsi que nous-mêmes. Ensemble, brisons la loi du silence. J'ai noyé tous mes démons dans la baignoire où j'ai pleuré tout l'été. On s'est parlé et puis non, je peux plus me les voir comme la putain d'anxiété. Si ça va pour toi de mon côté c'est pas carré, on passerait des heures à en parler, j'ai la tête ailleurs ça fait quelques années. Il répète ça va aller, ça m'écarte, je fais les mêmes rêves en boucle, l'impression d'être ravagée. Je leur ai dit ça va aller, j'ai dit ça va aller. Maman ça va aller, toi les casses tu veux toujours les ramasser, celles de nos cœurs. Ma haine je l'ai ravalée, dans tous les cas c'est moi la seule impactée par la rancœur. Je me cache plus le soir même s'ils font tous peur, faut pas rentrer tard vite qu'il l'ascenseur. Ils cassent trop la tête, ils me font bader, genre on est déjà condamné. Y'a plus rien à consoler là, je vais foutre toute ta vie en l'air, sans l'aide du commissaire. Vu qu'il est pas de mon côté, y'a personne sur le side. Ça me fait du mal, je leur ai donné tous les détails, je leur ai donné toutes mes larmes, moi. Je leur ai donné toutes mes larmes, moi. Donné toutes mes... Maman ça va aller, toi les casses tu veux toujours les ramasser, celles de nos cœurs. Ma haine je l'ai ravalée, dans tous les cas c'est moi la seule impactée par la rancœur. Maman ça va aller, donné toutes mes larmes.